Retrouvez La vie jusqu'au bout avec MGEN. Je suis très heureuse de vous retrouver ici au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour notre émission spéciale La vie jusqu'au bout. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Claire Toury. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne Fin de vie. Vous êtes également membre permanent du CESE. Merci de nous accueillir chez vous. Alors nous ne sommes pas au CESE par hasard. Vous êtes ici effectivement puisqu'une convention citoyenne sur la fin de vie a commencé ses travaux le 9 décembre. Elle réunit 184 citoyens qui ont été tirés au sort, qui sont représentatifs de la diversité de la population française et qui sont chargés de répondre à une question posée par la Première ministre, à savoir: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Pour cela, ils ont 9 week-ends, 27 jours, donc c'est très exigeant. C'est la contribution citoyenne à un débat national sur la fin de vie qui est en train de se construire. Et donc les travaux sont bientôt terminés. Voilà, et les premières conclusions de cette convention vont bientôt être rendues publiques. Reste à savoir maintenant ce que le gouvernement va faire de cette parole citoyenne. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure dans notre émission. Merci. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée à un sujet délicat où il est question de dignité et de liberté individuelle. Je veux parler de la fin de vie. Et oui, n'ayons pas peur d'en parler, même si en France, la mort reste encore un sujet tabou. Peut-être parce que c'est la seule chose que nous ne pouvons pas contrôler, à cette nuance près que nous pourrions, dans certains cas, au moins décider de la façon dont nous quitterions ce monde. Une nouvelle loi pourrait bientôt être votée, à en croire le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui va étudier de très près les conclusions de la Convention citoyenne voulue par le président de la République. Alors pour débattre de ce sujet grave, certes, mais qui a le mérite de nous interroger chacun sur nos rapports avec la mort, j'ai le plaisir de recevoir dans cette première partie d'émission le docteur Anne Vivian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Mathias Savignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe MGEN. Merci d'être avec nous. Et docteur Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gériatre à l'Institut de la Verrière. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'aimerais d'abord que nous plantions bien le décor. Que dit la loi aujourd'hui sur ce sujet de la fin de vie? J'aimerais surtout que nous soyons bien au clair avec tous ces termes, soins palliatifs, aide active à mourir, euthanasie, suicide assisté. Je pense que nous sommes nombreux à ne pas en connaître toutes les subtilités. Anne Vivien, quels sont aujourd'hui nos droits dans ce domaine? Alors les droits, il y en a 3 pour les personnes atteintes d'une maladie grave incurable. Ils ont le droit de refuser une obstination déraisonnable. Encore faut-il qu'ils sachent comprendre ce que c'est et que donc les médecins aient le temps de leur expliquer pour qu'ils puissent donner ou pas leur accord au traitement. La deuxième possibilité est, s'il n'y a plus de traitements qui peuvent les guérir, ils ont droit aux soins palliatifs dont l'objectif est de soulager les souffrances et de préserver la qualité de vie jusqu'au bout pour les personnes malades et pour leur entourage. La troisième possibilité, c'est en cas de douleur intolérable et réfractaire au traitement, eh bien, la possibilité, depuis la dernière version de la loi, de demander et d'obtenir en principe une sédation profonde, continue, jusqu'au décès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est une périphrase très continue de façon concrète. C'est une périphrase très compliquée. En fait, ça consiste, en cas toujours de douleur intolérable et réfractaire au traitement habituel de la douleur, à obtenir d'être mis dans un coma profond jusqu'au décès, donc un coma définitif. Mais ce n'est pas une aide active à mourir, ce n'est pas une euthanasie ni un suicide assisté. Donc l'euthanasie, qui on le rappelle n'est pas légale en France, là l'intention c'est de donner la mort, contrairement à cette sédation profonde et continue. C'est beaucoup plus clair, disons. Docteur Weber, sur quels critères le médecin va décider la sédation ? Alors, les critères, il y en a plusieurs.
comme ma collègue l'a dit, il n'y a pas seulement la douleur, hein, il y a aussi d'autres symptômes réfractaires. Il peut y avoir la souffrance morale insupportable ou d'autres symptômes difficiles qui vont venir en ligne de compte. Après, il faut avoir mené un traitement bien conduit pour être sûr que ces symptômes sont bien réfractaires à des traitements. Il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite par 2 confrères différents. Et après, si tout le monde est d'accord, on fait théoriquement une réunion collégiale et d'équipe avant la décision de la mise en route de cette sédation profonde. D'accord. Finalement, pourquoi cette loi Claeys-Leonetti est-elle aussi critiquée aujourd'hui? C'est parce qu'elle est difficile à appliquer, imprécise, voire hypocrite pour certains? Parce qu'elle fait porter une trop lourde responsabilité aux médecins? Les termes ne sont pas clairs, ne répondent pas à l'attente de la société, qui dans tous les sondages qui ont été faits depuis 20 ans maintenant, répondent à plus de 80% que les Français veulent qu'une aide active à mourir soit dépénalisée. Et aide active à mourir, c'est beaucoup plus clair que sédation profonde Alors justement, terminale. qu'est-ce que signifie ce terme? Parce que là, on est encore dans la sémantique. Oui, alors aide active à mourir, ça veut dire que à la demande d'un patient souffrant dans le cadre d'une maladie incurable, de douleur qu'il juge intolérable. Donc dans ce cadre-là, il faut que le terme d'aide active à mourir apparaisse. Aide active à mourir, ça veut dire euthanasie ou suicide assisté. Vous êtes d'accord? Oui, je partage l'analyse du docteur Vivien dans la mesure où nous-mêmes, dans les travaux que nous avons menés, nous avons souhaité pouvoir nous appuyer sur la parole de nos adhérents et plus largement sur la parole des citoyennes et des citoyens. Et ça nous a mené, en tant que mutuelle qui a déjà œuvré pour la conquête de droits sociaux dans son histoire, sur la contraception, sur l'IVG, à nous porter comme défenseurs d'une liberté nouvelle, d'un droit nouveau, qui est celui de la liberté de mourir de la manière dont chacun et chacune le souhaite. Et donc on a cherché à factualiser les choses en menant une grande enquête auprès de 2000 adhérents, 2000 citoyens, qui montrent finalement, qui corroborent les chiffres que vous donniez, que 92% de la population est en faveur d'une évolution de la loi, d'une aide active à mourir en cas de maladie grave et incurable. Bien sûr. Alors justement, les Français aussi s'interrogent sur ce sujet. C'est un reportage de Pierre Emco, regardez. C'est sûr, je ne choisirais pas l'euthanasie. Non. Parce que je trouve ça... Voilà, quand il faut se laisser mourir, tout ça. Non, je ne veux pas provoquer ma mort, non. Ça ne sert à rien de laisser quelqu'un sur un respirateur. On sait très bien que ça ne se réveillera pas. Donc je suis absolument pour, sous certaines conditions bien sûr, mais je suis complètement pour l'euthanasie. Moi je crois à notre monde après ça. Et le bon Dieu l'interdit. Et je dis non. Et si on n'est plus en état de diriger sa vie, je suis plutôt pour abréger la fin. S'il n'y a plus d'espoir, si c'est pour rester sur un lit sans plus pouvoir penser, vivre, bouger, moi je dis, si le matin je ne suis pas capable de me lever pour aller faire mon café, ça ne m'intéresse plus, quoi. J'y ai réfléchi pour moi, mais pas pour mes proches. Ouais, je me suis dit que moi, je ne voulais pas finir comme un légume. Et donc, j'ai dit à mes proches que je ne voulais pas finir comme ça. Maintenant, si mes proches me le demandent, je pense que la question sera plus difficile à étudier. Voilà, au moins cette émission aura le mérite de nous faire poser cette question-là. Mathias Savignac, je vous le disiez tout à l'heure, la MGEN a mené avec l'IFOP une enquête sur ce sujet de la fin de vie auprès de 4000 personnes. Alors voici quelques chiffres qui ressortent de cette étude. 6 Français sur 10 souhaitent que la question de la fin de vie soit une priorité du gouvernement. 92% des Français sont favorables à l'aide active à mourir en situation de maladie grave et incurable. Pour 55%, l'accès aux soins palliatifs n'est pas satisfaisant et pour 61%, l'information sur les droits du malade n'est pas satisfaisante. Alors quels enseignements pouvons-nous retirer de ces chiffres ? Alors on tire plusieurs enseignements de ces chiffres. Tout d'abord qu'il y a aujourd'hui un terrain qui est réuni au sein de notre société pour réfléchir à une évolution de la loi. Réfléchir à une évolution de la loi dans la mesure où elle ne permet pas de répondre à toutes les situations, dans la mesure où l'accès aux soins palliatifs aujourd'hui est insuffisamment répandu
et que malgré la loi existante, celle-ci est trop peu connue ou mal connue des Françaises et des Français. Il y a plusieurs sources finalement de questionnement autour de cette évolution de la loi autour de la fin de vie. Sur la question des droits insuffisamment connus, par exemple, il existe un dispositif qui s'appelle les directives anticipées. Justement, j'avais posé la question parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Et il y a ce chiffre assez étonnant. 14% seulement des Français ont rédigé des directives anticipées. Enfin, étonnant, je ne sais pas, parce que moi, j'en avais pas entendu parler. Je suis allée voir sur Internet, voir ce que c'était. C'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a plusieurs modèles différents. Alors, les directives anticipées, c'est un dispositif qui permet, de manière anticipée, de faire valoir dans un cadre défini ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas pour soi-même. Par exemple, être réanimé, être mis ou pas sous respirateur, la question de l'alimentation, mais dans un cadre défini. Et d'ailleurs, moi-même, je fais partie des 86% des Français qui n'ont pas rédigé leurs directives anticipées. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces directives anticipées, elles ne sont importantes et elles ne seront mises en avant que si la personne concernée ne peut plus s'exprimer elle-même. Mathias. Il y a 3 questions, me semble-t-il, autour des directives anticipées. Le sujet de l'accès aux directives anticipées pour le monde soignant, pour les médecins, dans la mesure où il m'arrive un accident, est-ce qu'au moment de me réanimer, de me mettre en respirateur, on a accès à mes directives anticipées pour savoir ce que je veux ou ne veux pas? Donc il y a un problème de stockage et d'accessibilité. Il y a un sujet autour du tabou que vous évoquiez. Aujourd'hui, vous avez des situations où les familles découvrent que leurs proches ont rédigé des directives anticipées avec lesquelles eux-mêmes ne sont pas en phase, éthiquement, moralement, ou parce que ça n'a jamais été discuté. Donc ça pose la question du tabou autour de la mort. Et puis pour finir, les directives anticipées, ce n'est pas les dernières volontés. Ça veut dire que ça ne permet pas, au-delà de ce qui est formalisé dans ce cadre-là, d'exprimer ce que l'on souhaite vraiment. Ça permet de mentionner ce que l'on ne veut pas, ça ne permet pas d'exprimer ce que l'on souhaite. Alors en tout cas, nous verrons tout à l'heure si les résultats de cette enquête que vous nous avez présentée vont dans le même sens que les premières conclusions de la Convention citoyenne. Mathias Savinac, Dr Weber, vous restez avec moi. Dr Vivian, je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de l'émission. À tout à l'heure. Voilà, Claire Toury nous a rejoint. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne fin de vie. Alors, j'aimerais que nous parlions maintenant plus en détail de ces soins palliatifs qui ne regroupent pas seulement cette sédation profonde et continue que nous évoquions tout à l'heure. Bien au contraire, hein, Dr Weber, avec votre équipe. Votre rôle est d'aider les patients à vivre leur vie jusqu'au bout, le plus sereinement possible. Quand il n'y a plus rien à faire, en fait, il y a tout à faire, hein, c'est ça ? C'est ça même. Les soins palliatifs, c'est des soins actifs et continus qui ont pour but de calmer les symptômes, la douleur, la souffrance morale, la souffrance spirituelle, et d'accompagner le patient et la famille pour une fin de vie sereine et confortable. Voilà. Parce que c'est vrai que dans ce type d'établissement comme la Verrière où vous exercez, l'accueil est primordial. Il faut expliquer aux patients pourquoi ils sont là. Et c'est vrai que certains arrivent, ils sont en colère. Hein. Il y a déjà un lien de confiance à instaurer qui est important. Ben oui, parce que effectivement, souvent, ils arrivent après un long parcours d'oncologie ou autre, où ils ont été d'hôpitaux en hôpitaux, de la chirurgie, de la chimiothérapie, des effets secondaires de traitement, tout ça, c'était très très dur. Et en plus, souvent, on leur a annoncé donc un arrêt des traitements. Ce qui veut dire quelque part une mort prochaine et certaine. Donc il faut arriver à les rassurer et surtout à leur faire comprendre qu'on est là pour eux, pas seulement pour leur maladie, mais les prendre en charge de manière globale. Voilà. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait du documentaire « La vie jusqu'au bout » qui a été tourné dans votre établissement et qui montre que de toutes petites attentions peuvent faire déjà beaucoup. Regardez. C'est la définition des soins palliatifs. Quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore tout à faire. L'important, c'est pas toujours la technique. Tenir la main, c'est parfois très difficile en étant dans la juste distance. L'empathie, sans se laisser envahir non plus par l'émotion. Quand on est soignant, chaque être humain doit être accompagné. Voilà, pour apaiser les douleurs, il y a effectivement l'accueil, la parole, mais il n'y a pas que il y a aussi les médicaments, bien sûr, mais vous proposez aux patients d'autres types de soins, des soins bien-être qu'on n'imagine pas forcément exister dans ce type d'établissement.
Oui, bien sûr. Alors la part pharmacologique de la prise en charge, elle est très importante, hein, parce que d'abord, souvent des patients sont quand même douloureux, et la première des choses, c'est de calmer les douleurs. Une fois que les douleurs sont éteintes, souvent ces patients-là, d'abord, ils s'ouvrent à nouveau, hein. Parfois, quand ils arrivent avec des demandes en particulier de sédation ou de fin de vie, une fois qu'on a éteint ces douleurs, ces symptômes, la plupart du temps, ils n'ont plus ces demandes-là. Puis vous mettez de la musique aussi, hein. On sait que la musique adoucit les mœurs, mais ça peut aussi un peu adoucir la douleur. Et justement, je vous propose de regarder un autre extrait du documentaire La vie jusqu'au bout. Quelle musique vous aimiez? Classique. D'accord. Laquelle? Bach. Ah ah. On va s'entendre. C'est mon favori. Bon, précisons quand même que ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des patients qui arrivent, qui n'ont pas envie de communiquer, qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie qu'on les touche, hein. On respecte la volonté de chacun. Absolument. Claire Toury, alors justement, concernant les soins palliatifs, quels sont les retours que vous pouvez nous faire suite à la Convention citoyenne, hein? Il y a eu des propositions très fortes qui ont été faites en faveur du renforcement des soins palliatifs. On sait que tous les territoires ne sont pas dotés en soins palliatifs, n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les citoyens en ont pris conscience, en tout cas pour la plupart, à travers cette Convention citoyenne. Ça les a beaucoup préoccupés. La plupart d'entre eux ont visité des unités de soins palliatifs. Et donc, je crois que ça a marqué aussi leur parcours, leur rapport à la question de la fin de vie. Indépendamment de la question de l'aide active à mourir, il y a un consensus très fort puisque 97% des citoyens se sont prononcés à travers un non quand la question qui a été posée est de savoir si le cadre actuel répond aux différentes situations ou non et s'il est suffisamment mis en œuvre. Alors justement, Mathias Savignac, combien de centres comme celui de la Verrière existent en France ? Alors, il en existe beaucoup, mais pas assez. 21 départements qui n'ont pas d'unité à proprement parler, qui ont des lits, comme vous le disiez, de manière diffuse. Mais ça correspond aux chiffres qu'on donnait tout à l'heure, où 55% des Français estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'accès à ces unités de soins palliatifs-là. Donc un déficit d'unités de soins palliatifs. Et c'est important parce que, vous le mentionniez, docteur, lorsque les gens ont accès à des soins palliatifs, ça diminue l'urgence ou le besoin absolu de recourir à une euthanasie. Donc il faut à la fois arriver à promouvoir et à développer l'accès aux soins palliatifs, mais en même temps, pour celles et ceux qui ne le souhaitent pas, pouvoir proposer cette idée d'aide active à mourir. Donc avoir le choix, finalement. Exactement. Parlons également des infirmiers, des aides-soignants, hein, de votre équipe qui joue aussi un rôle essentiel parce que les blouses blanches, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. En plus des soins qu'ils prodiguent aux patients, ils deviennent souvent leurs confidents. Regardez. Comment injecter la vie dans un service de soins palliatifs concrètement, on s'en rend vite compte que c'est plus nos qualités humaines, plus que nos qualités infirmières, qui prennent compte à ce moment-là. L'humour, c'est un grand mécanisme de défense. On se protège en rigolant. Vous vendez quoi là? Ouais, des petites choses sympas. Une petite sonde? Moi, à ta place, je prendrais ça. D'accord. Ah, la béquillée, attention. La béquillée, waouh. Et des fois même on rigole avec nos patients parce que ça leur fait du bien. Enfin, pas forcément de les voir comme des patients dans un lit. Ils ont besoin. Voilà, ils ont besoin de blaguer, de raconter notre vie. Des fois ils sont marrants. Aussi, ouais. Des fois ils nous donnent même des conseils. Voilà, l'humour, hein, ça aussi, c'est une thérapie à part entière, à la fois pour les soignants et pour les patients aussi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour parler de ce sujet. Merci encore. Alors, le docteur Anne Vivien vient de nous rejoindre. Merci d'être de retour sur ce plateau. Alors, je le disais tout à l'heure, la Convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par le président Macron, mais également par 87% des Français, d'après l'enquête IFOP-MGEN. Cette Convention citoyenne a rendu ses premières conclusions et notre journaliste Maxence Viozolange était sur place au CESE. L'enjeu de cette convention citoyenne, c'est de construire la contribution citoyenne au débat national sur la fin de vie qui ouvre pour la première fois la porte à une aide active à mourir éventuelle. Et le contributeur central, la pierre angulaire de ce débat national, c'est la contribution citoyenne, puisque depuis le 9 décembre, 184 citoyens travaillent à une question qui a été posée par la Première ministre,
à savoir le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits. L'échange entre les citoyens a été courtois, a été bienveillant. C'est une expérience hyper enrichissante, c'est un exercice assez inédit. Des très belles rencontres, des très beaux échanges avec des personnes de tous bords, de toutes opinions. Nous avons pu tous ensemble faire preuve d'une grande intelligence collective et j'en fais partie, donc c'est un réel bonheur d'être inclus là-dedans. Les personnes qui sont intervenues, elles nous ont beaucoup parlé de la douleur et je pense que c'était le point qui était le plus questionnant pour tous. Je prends les témoignages des soignants mais aussi des familles. Il y a une détresse, il y a une situation en France actuelle sur la fin de vie qui est pas bonne. Et donc il faut entendre tous les positionnements et essayer d'améliorer du mieux qu'on peut la situation actuelle. Le 2 avril, on aura un livrable et après, on verra comment le politique se saisit de ces propositions citoyennes. Mais il n'y a pas eu d'engagement de la part de l'exécutif de tout reprendre. En revanche, c'est important et c'est même essentiel que ce qui a été produit ici serve à éclairer la décision publique. Et donc je crois, vu l'état de nos institutions, qu'il y a tout intérêt à s'inspirer de ce qui se passe ici pour redynamiser un peu notre démocratie. Bon, en tout cas, beaucoup d'enthousiasme de la part des citoyens. Hein. Ils sont à fond. Oui. Donc finalement, c'est un sujet qui, le fait d'en parler, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses et peut-être de ne plus en faire un sujet tabou. Alors le fait d'en parler, puis la façon dont on en parle, l'avantage de faire une convention citoyenne pour traiter un sujet comme celui-ci, c'est justement de poser la controverse. Moi, j'aime bien dire ça. C'est vraiment un croisement d'expériences, de vécu pour produire ce que je crois qu'on a de meilleur en nous, à savoir l'intelligence collective. Donc les résultats, ils sont clairs. Voilà, il y a une réponse claire qui a été posée, mais c'est aussi une réponse qui est nuancée et qui est très exigeante. Bon, avant de savoir justement si la parole citoyenne, si cette intelligence collective a redynamisé la démocratie, comme vous le dites si bien, a-t-on une idée de la teneur de cette parole ? Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler en avant-première ? Oui, on a une idée même très claire de la parole citoyenne, puisque 75% d'entre eux se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a encore beaucoup de choses à préciser. Et quand on précise les choses, ce qui ressort, c'est une proposition assez forte en faveur du suicide assisté, avec pas des exceptions d'euthanasie, mais un peu moins d'adhésion à l'euthanasie, bien qu'il y ait une adhésion quand même assez importante. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a une volonté claire de voir l'aide active à mourir être rendue possible en France, sous conditions. Ça, c'est important de le préciser, sous conditions qui sont a priori des conditions de souffrance réfractaire, d'incurabilité. Après, il y a des croisements qu'il faut regarder en détail, mais sous conditions. Pas des nuances apportées. Alors Anne-Vivian, vous, en tant que vice-présidente de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, j'imagine que vous êtes plutôt satisfaite de ces premières conclusions. Vous n'êtes pas surprise non plus ? Alors non, on n'est pas surpris. Franchement, on aurait été très surpris s'il y avait eu moins de 50% ou autour de 50% d'avis favorables à une aide active à mourir, ce qui veut vraiment dire euthanasie ou suicide assisté. Mais on est aussi tout à fait d'accord avec le fait que ça doit être parfaitement encadré et que ça doit être en même temps une progression des possibilités de soins palliatifs. L'essentiel étant que soins palliatifs et aide active à mourir ne sont pas concurrents, mais doivent progresser ensemble, comme c'est le cas dans tous les pays voisins qui ont dépénalisé l'aide active à mourir. D'accord. Alors, que va faire le gouvernement de cette parole citoyenne maintenant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, vous pensez que ces conclusions ont des véritables chances de faire évoluer la loi ? Claire ? Oui, je pense que oui, ça a des véritables chances de faire évoluer la loi. En tout cas, j'espère que le gouvernement, que le commanditaire tiendra compte de ce que les citoyens ont porté. On ne peut pas demander à des citoyens de se réunir pendant 27 jours sur un sujet aussi sensible, aussi exigeant, donner autant d'eux-mêmes, parce que c'est un engagement qui est très très fort, que les citoyens ont donné à ce sujet, et ne absolument rien faire de ce qu'ils vont pouvoir proposer et produire. Mathias Savignac, vous en tant que mutuelle, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes très mobilisé sur ce sujet de la fin de vie depuis de nombreuses années. D'ailleurs, 67% des Français estiment que les assurances et les mutuelles sont des acteurs dans l'accompagnement de la fin de vie. Mais vous, en tant que Mathias Savignac, en tant que personne, est-ce que vous avez pris position pour l'une ou l'autre de ces solutions ? Moi, je me sens C'est une question un peu personnelle. Je peux avoir un avis très personnel sur la question qui contribuera,
comme le disait Claire, dans une réflexion collective, mais je crois que c'est avant tout un sujet collectif. Mhm. Mais si vous me demandez, moi, quelle est ma position très personnelle sur la question de l'élève qui va mourir, j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de conviction me concernant. En tout cas, j'ai une conviction, c'est que celles et ceux pour qui la conviction est aboutie, réfléchie, il faut accéder à leur demande de liberté de choix. Alors, le droit au respect et à la dignité jusqu'à la fin pour tous, quels que soient nos moyens financiers, hein, c'est un de vos combats depuis de nombreuses années. Vous êtes réunis avec d'autres acteurs de la société civile afin de rédiger un pacte progressiste sur la fin de vie. Alors, quelle est l'ambition de ce pacte et quels en sont les principaux engagements ? Alors c'est au gré de rencontres et d'expériences finalement, depuis que la réflexion collective a été lancée, on a été amené à se croiser avec d'autres organisations, d'autres associations, structures, fédérations comme la DMD. Et on s'est rapidement rendu compte qu'au-delà de nos différences historiques, culturelles, de trajectoire, on avait quelques convictions communes et qu'il était intéressant de pouvoir les porter. Deux principales. La conviction que le développement des soins palliatifs et l'accès aux soins palliatifs était une question essentielle dans notre pays. Et que deuxièmement, au-delà de l'accès aux unités et aux dispositifs de soins palliatifs, il fallait permettre aux hommes et aux femmes de choisir comment ils voulaient que leur existence se termine en cas de maladie grave réfractaire. On pense qu'il est temps aussi que celles et ceux qui portent cette idée progressiste de fin de vie libre et choisie puissent s'exprimer de concert. En tout cas, merci, c'était une très belle conclusion à cette émission. Merci en tout cas à tous d'avoir posé de façon très claire les enjeux de ce débat sur la fin de vie. Et surtout, merci pour ces débats apaisés, constructifs, où chacun a pu s'exprimer et surtout être entendu. Merci également au CESE, merci Claire Touré de nous avoir accueillis ici dans vos locaux. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. C'était La vie jusqu'au bout avec MGEN. MGEN, une mutuelle du groupe Vive. On s'engage mutuellement.